À l'extrémité sud de la Grèce continentale, là où le Péloponnèse se rétrécit en une langue rocheuse pointant vers la Crète, se trouve une péninsule oubliée du temps. Des tours de pierre s'élèvent des falaises du Magne construites sans mortier, certaines d'entre elles étant plus anciennes que l'Empire ottoman. Les habitants de ces tours se nomment eux-mêmes les Magnotes des profondeurs. Ils parlent un dialecte archaïque. Leur société est organisée autour des lignées familiales masculines et depuis des siècles, ils affirment à travers des chants et des récits oraux transmis de génération en génération descendre des anciens Grecs. La plupart des historiens ont considéré cela comme du folklore, un charmant mythe local. Mais en 2026, une équipe d'Oxford, de l'Université de Tel Aviv et de l'Université d'Athènes a extrait l'ADN de 102 maniocs des profondeurs vivants, a séquencé leurs chromosomes I et leurs génomes mitochondriaux et les a comparés à plus d'1 million de génomes modernes et à des milliers de génomes anciens. Le résultat fut inattendu. Il dépassa même le cadre du folklore. Les lignées paternelles des Magnotes des profondeurs ne correspondaient à aucune population moderne sur Terre. Leurs chromosomes, ISA, remontaient sans interruption jusqu'à l'âge du bronze, avant les migrations slaves, avant la chute de Rome, avant que la période médiévale ne redessine la carte démographique des Balkans. Les récits oraux n'étaient pas des mythes. Ils étaient au sens biologique du terme véridique. Mais voici ce qui importe au-delà de la péninsule de Mani. Ce que les Magnotes profonds préservent sous une forme concentrée, c'est une signature génétique que tous les Grecs portent diluée mais persistante. Une signature qui rend les Grecs fondamentalement différents des Français, des Allemands, des Scandinaves, des Irlandais. En réalité, ils sont différents de la plupart des peuples que nous regroupons par facilité sous l'appellation d'Européens. La question n'est pas de savoir si les Grecs sont génétiquement distincts. Cela a été confirmé à maintes reprises par de nombreuses méthodes et ne fait plus l'objet de débats sérieux. La question est plutôt pourquoi, quelles forces historiques spécifiques s'étendant sur des milliers d'années ont produit une population qui occupe une place si inhabituelle sur la carte génétique de l'Europe, et que révèle la réponse non seulement sur la Grèce, mais aussi sur ce que signifie réellement être européen. Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir ce que la plupart des gens ignorent au sujet de la génétique européenne. Il existe une hypothèse répandue selon laquelle les Européens constituent une population génétique unique avec de légères variations régionales. Les Européens du Nord sont un peu plus pâles, les Européens du Sud un peu plus foncés, mais au fond, nous sommes tous fondamentalement de la même souche. C'est presque totalement faux. Les Européens modernes sont issus d'un mélange d'au moins 3, voire 4 populations ancestrales très différentes qui se sont rencontrées et ont fusionné au cours des 10 dernières années. Et les proportions de ce mélange ne sont pas uniformes sur tout le continent. Elles varient énormément. Et la Grèce se situe à l'une des extrémités de cette variation. La première population ancestrale est celle des chasseurs-cueilleurs occidentaux, les peuples qui peuplaient l'Europe avant l'arrivée de l'agriculture. Le second groupe est celui des agriculteurs néolithiques anatoliens qui se sont répandus depuis ce qui est aujourd'hui la Turquie il y a environ 90 ans, emportant avec eux l'agriculture, les animaux domestiques et un profil génétique radicalement différent de celui des populations qu'ils ont rencontrées. Le troisième groupe est celui des éleveurs des steppes occidentales, descendants des pasteurs Yamnaya de la steppe pontique-caspienne qui ont déferlé sur l'Europe il y a environ 50 ans, apportant probablement avec eux les langues indo-européennes. Le quatrième facteur, souvent négligé, est lié aux chasseurs-cueilleurs du Caucase, une population qui a survécu à l'ère glaciaire en isolement entre la mer Noire et la mer Caspienne. Chez un Suédois ou un Irlandais, ce facteur des steppes est prédominant et peut atteindre 50% ou plus. La contribution des agriculteurs anatoliens chute à environ 20 ou 30%. Le reste est complété par des ancêtres chasseurs-cueilleurs d'Orient et d'Occident. Chez un Grec, les proportions sont inversées. L'ascendance néolithique anatolienne se situe entre 58 et 66%, soit la proportion la plus élevée d'Europe hors de Sardaigne. Origine des steppes, entre 3 et 6%. Chez certains individus de la Grèce antique, elle est totalement absente.
Alors que les Européens du Nord sont génétiquement à moitié nomades des steppes, les Grecs le sont à peine à un 20e. De plus, les Grecs possèdent une composante de chasseurs-cueilleurs caucasiens d'environ 20%, une signature presque totalement absente chez les Européens du Nord et de l'Ouest, mais qui relie les Grecs aux populations de la Géorgie, de l'Arménie et de l'Iran actuel. Il ne s'agit pas d'une différence subtile. Sur un graphique d'analyse en composantes principales, où les populations se regroupent selon leur similarité génétique, les Grecs ne se situent ni avec les Danois, ni avec les Anglais. Ils se situent avec les Italiens, les Albanais et les Anatoliens occidentaux. Autrement dit, ils sont plus proches du Proche-Orient que de l'Atlantique Nord. La question qui se pose alors est comment cela s'est-il produit? Pourquoi la vague des steppes qui a transformé l'Europe du Nord a-t-elle largement épargné la Grèce? La réponse est l'une des histoires les plus fascinantes de la génétique humaine, et elle commence bien plus tôt que la plupart des gens ne le pensent, il y a environ 90 ans lorsque les premiers agriculteurs ont traversé la mer Égée. Les agriculteurs néolithiques qui sont entrés en Grèce ne formaient pas un groupe monolithique. C'est là que le récit classique se heurte à une faille et il mérite qu'on s'y attarde, car ce simple détail redéfinit toute l'histoire. Lorsque l'agriculture s'est répandue du croissant fertile vers l'Europe, il y a environ 90 ans, elle ne s'est pas propagée d'un seul jet. Une analyse récente menée par Lazaridis et ses collègues a montré qu'au moins 2 groupes d'agriculteurs anatoliens génétiquement distincts sont entrés en Europe par des voies différentes. Un courant s'est déplacé vers le nord-ouest à travers les Balkans et a finalement atteint l'Europe centrale, le bassin du Danube, la vallée du Rhin, la plaine d'Europe du Nord. Ce sont les ancêtres de la culture linéaire bancoramique, les premiers agriculteurs d'Allemagne, de Pologne et de France. L'autre courant traversa la mer Égée, s'installa en Crète et sur le continent grec et donna naissance aux populations qui allaient plus tard bâtir Mycène et Athènes. Voilà la différence qui compte. Le courant du sud-est, celui qui a atteint la Grèce, transportait dès le départ 8 à 10% d'ascendance de chasseurs-cueilleurs du Caucase inscrite dans leur génome. Il s'agissait d'un oligo-élément acquis quelque part dans le sud-est de l'Anatolie ou le nord du Levant, où les premières communautés agricoles avaient été en contact avec des populations venues de plus à l'est des hauts plateaux situés entre la mer Noire et la mer Caspienne. Les agriculteurs d'Europe centrale étaient presque totalement dépourvus de cette composante. Lorsqu'une famille d'agriculteurs néolithiques a défriché des terres pour le blé près de ce qui allait devenir Thessalonique, ils étaient déjà génétiquement fondamentalement différents des agriculteurs qui défrichaient des terres près de ce qui allait devenir Berlin. Dès les débuts de l'agriculture européenne, la Grèce et l'Europe du Nord ont suivi des trajectoires génétiques divergentes. La plupart des récits les plus répandus font remonter la séparation entre la génétique grecque et celle de l'Europe du Nord à l'âge du bronze aux migrations des steppes, à l'arrivée des Indo-Européens. Cela fausse la chronologie d'environ 40 ans. La divergence a commencé dès le néolithique. Puis un autre événement est venu creuser le fossé. Vers 3100 avant notre ère, au début de l'âge du bronze, une nouvelle vague d'ascendance orientale est arrivée en mer Égée. Il s'agissait principalement d'une origine anatolienne particulièrement forte en Crète, et cela a porté la composante de chasseurs-cueilleurs caucasiens dans la région à environ 18-21%. C'est le paysage génétique que l'on retrouve chez les Minoens, la première grande civilisation égéenne. Les Minoens ont construit des complexes palatiaux à Knossos et Phaistos. Ils ont développé un système d'écriture sophistiqué, le linéaire A, que nous ne pouvons toujours pas déchiffrer entièrement. Ils ont peint des fresques représentant des personnes aux cheveux et aux yeux noirs, sautant par-dessus des taureaux et portant des fagots de safran. Génétiquement, leur profil ancestral était presque entièrement proche oriental, environ 75% d'agriculteurs néolithiques anatoliens, environ 18% de chasseurs-cueilleurs caucasiens. Quant aux ancêtres des steppes, ils étaient totalement absents, sans la moindre trace. Cela signifie que les peuples qui ont bâti l'une des premières civilisations complexes d'Europe avaient plus de points communs génétiques avec les populations des contreforts du Caucase qu'avec n'importe quelle population qui allait plus tard peupler la Scandinavie ou la Grande-Bretagne.
Réfléchissez-y un instant. Les ancêtres culturels de la civilisation occidentale portaient un génome orienté vers l'Est et non vers le Nord. Mais si vous faites partie du public de cette chaîne, vous vous posez déjà la question suivante. Si les Minoans n'avaient pas d'ancêtres des steppes et que la langue grecque est indo-européenne et que les langues indo-européennes sont liées aux migrations des steppes, alors comment le grec est-il devenu? Eh bien le grec, c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Et la réponse implique un ratio qui, une fois compris, change votre façon d'envisager l'expansion indo-européenne dans son ensemble. Il y a environ 5 ans, les pasteurs Yamnaya ont commencé à migrer vers le sud depuis la steppe pontique caspienne. En Europe du Nord, cette migration a été massive, remplaçant parfois jusqu'à 75% du patrimoine génétique local. Mais en Grèce, l'impact génétique a été radicalement moindre. Lazaridis et ses collègues ont estimé que la contribution des Yamnaya aux populations de la Grèce continentale était d'environ 1 migrant des steppes pour 10 habitants locaux, un ratio de 1 à 10. Cela suffit surtout si vous êtes une minorité armée mobile et cavalière à vous insérer dans la structure élitiste d'une société agricole. Mais cela ne suffit pas à modifier le profil génétique existant de la population. Et c'est précisément ce que révèle l'ADN. Les Grecs mycéniens, la civilisation d'Agamemnon et de la guerre de Troie, ne possédaient qu'environ 4% d'ascendance de chasseurs-cueilleurs d'Europe de l'Est, marqueur caractéristique des migrations des steppes. La majeure partie de leur génome, environ 75%, provient du même mélange d'agriculteurs anatoliens et de chasseurs-cueilleurs caucasiens qui caractérise les Minoans. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez que nous travaillons sur une série plus longue concernant l'expansion des Yamnaya et son apparence dans différentes parties de l'Europe. Le cas grec sera central dans cette série car il montre quelque chose que le récit simpliste de l'invasion des steppes tend à occulter. Le remplacement linguistique et le remplacement génétique ne sont pas la même chose. Mais un détail dans les données grecques vient compliquer même ce récit, et il s'agit de l'une des découvertes les plus frappantes de toute la littérature sur l'ADN ancien. En 2022, Lazaridis Reich et 202 co-auteurs ont publié simultanément 3 articles dans Science, l'étude d'ADN ancien, la plus ambitieuse jamais tentée pour cette région. Ils ont séquencé 727 génomes anciens provenant de l'arc sud, le pont géographique entre l'Europe, l'Anatolie et le Caucase. Parmi les individus étudiés figurait le guerrier au griffon, un homme enterré vers 1450 avant notre ère près de Pylos, dans le Péloponnèse, dans une oliveraie située juste à l'extérieur de l'acropole. Sa tombe avait échappé à Carl Bliegen, l'archéologue qui découvrit le palais de Nestor voisin en 1939. Lorsque les chercheurs de l'UC Jack Davis et Sharon Stalker l'ont finalement trouvé en 2015, ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était extraordinaire. Une épée à poignée d'or posée sur sa poitrine, un poignard double, des bandes de bronze provenant d'une armure, des fragments de défense de sanglier provenant d'un casque de guerrier et une minuscule pierre sigillaire en agate sculptée de seulement 1,4 pouces de large, représentant un guerrier au combat, avec un tel niveau de détail qu'elle a stupéfié la communauté des historiens de l'art. Le magazine Archaeology l'a qualifié de plus grande découverte en Grèce depuis 50 ans. À tous égards, il s'agissait d'un membre de l'élite, l'un des premiers rois mycéniens de Pylos. Son ADN ne révélait aucune ascendance des steppes, absolument aucune trace. Ceci est important car le modèle standard suggère que les migrants des steppes formaient initialement une classe aristocratique. Or, il s'agissait ici d'une élite, un roi dont le génome était indiscernable de celui d'un Minoen pré-steppe. D'autres individus mycéniens présents sur le même site possédaient bien une ascendance des steppes. Les gens du peuple comme les élites étaient génétiquement métissés dans les deux sens. Cela signifie que la société mycénienne n'était pas stratifiée selon des critères génétiques. Quelle que soit la hiérarchie sociale existante, elle était suffisamment perméable pour qu'une personne sans origine des steppes puisse accéder au sommet. La même étude de 2022 a révélé un autre élément concernant la Grèce qui la distingue du reste de l'Europe. En 2023, Erinis Kortaniotis,
de l'Institut Max Planck et ses collègues ont publié les résultats d'analyse d'ADN ancien provenant de 102 individus de la mer Égée de Crète et du continent couvrant la période du Néolithique à l'âge du fer. Ils ont constaté qu'environ 30% des individus égéens échantillonnés présentaient des signes d'endogamie consanguine étant les enfants de parents cousins germains ou issus de germains. Sur un site particulier en Crète, le cimetière d'Agios Karalambos, ce taux atteignait 50%. Ce niveau de mariage intracommunautaire est, et je tiens à le souligner, sans précédent dans les archives mondiales de l'ADN ancien. Aucune autre population ancienne étudiée sur Terre n'a présenté d'endogamie à de telles fréquences. Ni la Grande-Bretagne néolithique, ni la péninsule ibérique de l'âge du bronze, ni l'ancienne Mésopotamie, seulement la mer Égée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les communautés égéennes étaient petites, très soudées, et qu'elles se mariaient au sein de leur propre réseau de génération en génération pendant des milliers d'années. Cette pratique aurait agi comme un tampon génétique ralentissant la dilution de l'ascendance locale même lors de l'arrivée de populations extérieures. Il pourrait s'agir d'un des mécanismes clés expliquant pourquoi le signal des steppes est resté si faible en Grèce par rapport au reste de l'Europe. Non pas parce que les migrants des steppes ne sont jamais venus, mais parce que la structure sociale locale était réfractaire à une absorption génétique à grande échelle. Or, si l'âge du bronze a établi le noyau de l'ascendance grecque, qu'est-il advenu au cours des 3-0 années suivantes? Le carrefour des civilisations l'a-t-il effacé? Pas autant qu'on pourrait le croire. La période romaine a apporté le contrôle administratif, mais étonnamment peu de changements génétiques. En fait, l'une des conclusions les plus frappantes de l'étude de l'arc méridional est que les populations anatoliennes ont montré une continuité génétique extraordinaire du néolithique jusqu'à la période byzantine. Ces mêmes Anatoliens formaient le noyau démographique de l'Empire romain lui-même, y compris la population de la ville de Rome. Le monde méditerranéen génétiquement parlant était plus stable que ne le suggère sa carte politique. La véritable perturbation survint plus tard. Après le VIe siècle de notre ère, des populations de langue slave ont migré vers les Balkans durant une période parfois appelée les invasions barbares. Une grande partie de la Grèce continentale a connu des bouleversements démographiques, les villes se sont contractées, les vestiges archéologiques se sont raréfiés. Et c'est dans ce vide que de nouvelles populations sont arrivées. En 1830, l'historien allemand Jakob Philipp Fallmeyer a avancé que ces invasions slaves médiévales avaient complètement anéanti la population grecque du Péloponnèse et l'avaient remplacée par des colons slaves. Selon Fallmeyer, les Grecs modernes n'étaient pas grecs du tout. Il s'agissait de slaves ayant adopté la langue grecque et le christianisme orthodoxe. Cette théorie politiquement explosive remettait en cause la légitimité du nouvel État grec indépendant. Elle a fait l'objet de débats parfois âpres pendant près de 2 siècles. La génétique moderne a tranché la question définitivement. Une étude de 2017, publiée dans l'European Journal of Human Genetics, dirigée par George Stamatoyiannopoulos, a utilisé 2,5 millions de marqueurs génétiques sur 241 individus provenant de tous les districts du Péloponnèse. Les résultats ont montré que bien qu'un certain métissage lié aux populations slaves soit détectable notamment dans les régions du nord et de l'ouest plus proches des voies d'entrée, le noyau génétique de la population du Péloponnèse n'a pas été remplacé. L'apport slave existe, mais comme une couche supplémentaire et non comme un remplacement. Les fondements égéens profonds persistent en dessous. Les populations les plus isolées présentent le moins de contacts slaves et aucune population ne le démontre plus clairement que les Maniades profondes. Leurs chromosomes I ne montre pratiquement aucune lignée paternelle d'Europe du Nord-Est du type de celles qui sont courantes chez les autres Grecs du continent et qui remontent au contact slave médiéval. 80% des hommes de Deep Maniade sont porteurs de l'aplogroupe G-Mcent.
72, une lignée d'Asie occidentale liée aux populations égéennes de l'âge du bronze. Leur génome est, selon les mots du chercheur principal Léonidas Romanos Davranoglou, un instantané de ce qu'était la génétique grecque avant le Moyen Âge. Et puis il y a le goulot d'étranglement. Plus de 50% des hommes actuels de la tribu des Maniades descendent d'un ancêtre unique ayant vécu au 7e siècle de notre ère, une période marquée par la peste, les guerres et l'effondrement économique dans une grande partie de la Grèce. La population des Magnes fut probablement réduite à une poignée de familles. Ces familles se reconstruisirent. Leurs descendants sont toujours là. Mais même les Maniades des profondeurs ne constituent pas une simple histoire de pureté. Leur lignée maternelle, l'ADN hérité des mers, présente une plus grande diversité avec des contributions du levant du bassin méditerranéen, de l'Europe occidentale et même de l'Afrique. Il semblerait que les femmes aient voyagé jusqu'au Mani depuis des régions éloignées et se soient mariées à des membres de la communauté. Les hommes, quant à eux, sont restés sur place. Les femmes, elles venaient d'ailleurs. Ce constat a surpris les chercheurs. Les femmes de la période des Manias profondes ont été historiquement peu étudiées, et le fait que des femmes anciennes aient voyagé depuis des régions lointaines pour fonder des familles sur cette péninsule rocheuse et inhospitalière n'avait été prédit par aucun modèle précédent. La continuité patrilinéaire coexistait avec le cosmopolitisme maternel. Les tours restèrent dans les mêmes familles. Les lignées transmises par les pères restèrent fermes. Mais les mères qui rejoignirent ces familles emportèrent avec elles un monde plus vaste. Ce schéma où les lignées masculines locales persistent tandis que les lignées féminines présentent des origines géographiques plus larges est également visible dans les données de l'âge du bronze égéen. Il suggère une société patrie où les femmes se déplaçaient vers la communauté de leur mari. Une pratique qui aurait renforcé la continuité génétique par la lignée masculine, même si les familles intégraient des liens extérieurs. Voilà où nous mènent les données génétiques. Quand on entend dire que les Grecs sont génétiquement différents des autres Européens, l'affirmation correcte est plus précise et plus intéressante que la plupart des versions qui en sont faites. Les Grecs portent une empreinte néolithique anatolienne plus profonde que presque toutes les autres populations européennes. Ils possèdent une composante caucasienne qui les relie aux populations du Caucase du Sud et d'Iran, une composante qui était présente dans la mer Égée, avant toute migration des steppes et dont la plupart des Européens du Nord sont totalement dépourvus. Ils présentent une ascendance des steppes moins importante que presque toutes les populations européennes parlant une langue indo-européenne. Et ces proportions sont restées remarquablement stables pendant au moins 300-500 ans, atténuées par l'endogamie, la géographie et la structure sociale. Une partie du débat dans ce domaine porte sur la question de savoir si cette continuité est véritablement exceptionnelle, ou si la Grèce fait simplement partie d'un modèle plus large d'Europe du Sud qui inclut l'Italie, l'Albanie et les Balkans occidentaux. Les deux positions contiennent une part de vérité. Les distances génétiques entre les Grecs et les Italiens sont quasi nulles, si faibles que certaines études font état d'une valeur FST négative, ce qui signifie que les populations sont statistiquement indiscernables à certains locus. L'Europe du Sud, dans son ensemble, a conservé davantage d'ascendance paysanne et moins d'ascendance des steppes que le Nord. Mais au sein de l'Europe du Sud, la Grèce et la Crète se situent à l'extrémité la plus reculée du spectre, au plus près de la source néolithique originelle et au plus loin de la steppe. Un débat est d'ailleurs toujours en cours concernant le rôle respectif de la géographie et de la culture dans le maintien de cette spécificité. La Grèce est un paysage d'îles de vallées montagneuses et de zones côtières, une géographie qui fragmente les populations et limite les échanges génétiques entre les communautés. Les îles de la mer Égée se comptent par milliers. La chaîne montagneuse du Pindée divise le continent. La péninsule de Mani n'est accessible que par d'étroits défilés. Cette fragmentation physique aurait ralenti la propagation de toute population arrivante, même une population aussi mobile que celle des Yamnaya. Mais la géographie seule ne peut expliquer ce schéma. Les données sur l'endogamie issues de l'étude de Scortagnotti suggèrent que la structure sociale comptait autant que le relief.
Lorsque 30% d'une population se marie au sein de sa famille élargie génération après génération, cela crée une barrière culturelle à l'intégration génétique qui persiste quel que soit le terrain. La question que les chercheurs n'ont pas encore résolue est de savoir si l'endogamie était une pratique délibérée, peut-être liée aux règles successorales ou à une coutume religieuse, ou simplement un effet secondaire de la petite taille de la communauté et des options limitées. Il convient également de souligner une mise en garde méthodologique. L'ADN ancien provenant de la Méditerranée s'est avéré difficile à récupérer jusqu'à récemment. Le climat chaud et sec dégrade le matériel génétique et la plupart des données existantes proviennent de l'os pétreux de l'oreille interne qui préserve mieux l'ADN que les autres éléments du squelette. À mesure que l'échantillonnage s'étendra au-delà des cimetières associés au palais et aux grandes agglomérations, nous découvrirons presque certainement une plus grande hétérogénéité au sein des populations grecques antiques que ne le révèlent les données actuelles. Le tableau est probablement correct dans son ensemble, mais il gagnera en nuances. Certaines régions, certaines périodes, certaines classes sociales peuvent raconter des histoires différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui ne changera pas, c'est l'architecture fondamentale. Les Grecs ne sont pas génétiquement différents à cause d'un seul événement dramatique, ni d'une seule invasion, ni d'une seule migration, ni d'un seul goulot d'étranglement. Elle se distingue par une accumulation de facteurs, une population fondatrice néolithique différente, un lien avec le Caucase qui s'est approfondi au début de l'âge du bronze, une structure sociale qui a résisté à l'absorption génétique, une pénétration limitée dans les steppes et un paysage d'îles et de montagnes qui a fragmenté les populations et préservé les lignées locales. Aujourd'hui, lorsqu'un Grec effectue un test ADN grand public et constate que sa composition ancestrale penche davantage vers l'Anatolie ou l'Asie occidentale que prévu, il examine la trace des premiers agriculteurs ayant foulé le sol européen préservé plus fidèlement dans leur génome que chez presque tous les autres habitants du continent. Ils étudient une lignée caucasienne arrivée avant la construction des pyramides. Ils étudient une ascendance antérieure non seulement à la Grèce moderne, mais aussi à l'idée même d'Europe. Les magnots profonds retranchés dans leur tour de pierre au bord de la Méditerranée sont tout simplement ceux qui s'y sont le plus accrochés.